Visual Studio Talk Show. Visual Studio Talk Show. Bienvenue à une nouvelle émission du Visual Studio Talk Show. Le podcast où on discute d'architecture logicielle avec la plateforme .net. Je m'appelle Mario Cardinal et je suis accompagné de Guy Barrette. Hey, bonjour Mario, comment vas-tu mon cher? Je vais bien, c'est l'été. Il fait beau, il fait chaud, on travaille fort. Oui, mais on profite de la température aussi, en tout cas le week-end, parce que la semaine, c'est vrai qu'on travaille super fort. Puis en plus, souvent, on a beaucoup de tâches qui sont extra travail, bon, que ça soit juste la famille et tout, donc c'est pas, en tout cas, on peut pas dire que nous, le travail manque, hein. Avec nous, Éric de Carufel. Bonjour. Hey, salut Eric, ça va bien? Bonjour les gars, ça va bien, oui. Donc, on enregistre une place un peu spéciale parce qu'on est dans les nouveaux bureaux de Run Server. Bon, pour ceux qui ne savent pas, je fais un contrat avec Run Server depuis quelques mois maintenant. Puis les gens de Run viennent de déménager dans leur nouveau bureau. C'était l'occasion pour nous de dire, hey, on va enregistrer chez Run parce que... En fait, nous autres, on cherche tout le temps des places pour squatter, pour enregistrer. Pour squatter, c'est effectivement le cas. Mais il y avait aussi beaucoup de curiosité, je pense. Vous étiez curieux de savoir qu'est-ce que ça avait l'air. Ben moi, c'est le fun parce que j'ai travaillé pendant de nombreuses années juste à côté chez New Run, au coin de la commune, là, puis Queen. Ouais, parce que leurs bureaux sont toujours dans le Vieux-Montréal, mais plus... 80 Queen. Oui, une adresse assez connue, en tout cas, où est-ce qu'il était avant en tout cas, beaucoup d'entreprises de haute technologie qui sont dans ce coin-ci. Ouais. Puis, Eric, toi, on t'a demandé de faire un bon déplacement parce que, bon, ça fait plusieurs années maintenant que t'es chez Pixis, puis Pixis sont pas du tout à Montréal, sont à Laval. Ouais, Pixis sont à Laval, mais en même temps, en ce moment, mon contrat, il est chez CAE, donc je suis à la Ville-Saint-Laurent. Fait que, c'était pas payé déplacement, mais le trafic était pas si mal. Finalement, pendant le temps, en période de vacances, hein, le trafic est un peu moins pire, disons. Ben, c'est ce que je dis aux gens, j'apprécie cet été parce que c'est facile de stationner autour, mais je suis sûr que quand je vais arriver à l'automne, je vais trouver ça ardu de trouver du stationnement. Attends, il commence à défaire Turco, là, puis ça va être beau tantôt. Ah bon, tout le monde va payer un prix, man. Tout le monde va avoir quelque chose à... Eh oui. Mais, en tout cas, ce sera pas le sujet de notre podcast. Non. Eric, tu m'as contacté en disant, hey, j'aimerais ça parler de CQRS, Command and Query Responsibility Segregation. Puis, moi, je t'avais répliqué en disant, ouais, c'est un sujet d'architecture hyper important. Puis, moi, je t'ai rappelé qu'on avait fait une émission il y a peut-être 14 mois avec Julien Letrouille, justement sur l'architecture CQRS. Puis le point de vue que tu as amené, tu as dit, écoute, c'est sûr que je ne veux pas faire la même genre d'émission, donc le but, c'était plus de parler de cas vécu, mettre l'emphase aussi beaucoup sur le fait que CQRS et Azure, donc ou une architecture cloud, ça se marie très, très bien. Donc, c'est deux architectures qui vont main dans la main. Puis effectivement, je pense que c'est des bons, c'est des choses qui n'ont pas été traitées puis qu'on va aborder aujourd'hui. Tu connais la formule. On commence toujours par fournir un peu, donner la biographie de notre invité. Même si dans ton cas à toi, ça fait quoi, 3 fois, 4 fois que tu fais les ça podcasts? fait au moins 3 ou 4 fois. Ouais, j'ai parlé de génération de code, j'ai parlé de. Puis t'es un habitué du habitué peut-être pas, mais ça fait déjà quelques occasions que je vais toujours dans des environnements différents, c'est toujours agréable. Ben oui. Aujourd'hui, comme je disais, depuis un bon bout de temps, t'es chez Pixis. Ouais. Moi, je te décrirais beaucoup comme un praticien de l'agilité. Dans le sens que tu maîtrises les pratiques techniques, mais aussi les pratiques de gestion de projet agile, puis tu le vis au jour le jour parce que c'est ce que vous faites chez Pixis. Ouais. Je sais pas si toi tu as une autre définition, comment tu te présenterais ou... En fait, ce que je me présenterais, ça serait comme un catalyseur d'équipe parce que souvent on arrive chez des clients où il y a tous les ingrédients pour faire de l'agilité. Les gens sont willing de le faire, ils ont lu les livres, ils ont suivi des formations pour faire de l'agilité, ils savent de quoi on parle. Mais on dirait que la sauce prend pas, puis souvent, ça prend juste quelqu'un qui l'a vécu pour qu'il travaille avec eux dans une équipe. Parce que des fois, de se faire coacher par quelqu'un qui fait juste te dire quoi faire de loin,
ça a l'air de dire ouais, fais ce que je dis, fais pas ce que je fais, ou mais tu sais, c'est pas aussi pratique. Moi, dans les équipes où j'interviens, justement, je suis avec eux autres, je travaille, je suis en mode réalisation beaucoup, et puis ben là, j'amène les bonnes pratiques, puis je les vis avec eux autres, fait que je suis capable de donner un feedback puis de faire évoluer la pratique dans leur contexte, parce que l'agilité, on le dit, c'est agile, hein, c'est le but, c'est que ça soit pas rigide non plus. Souvent, quand t'appliques by the book le jour 1, le monde n'aime pas ça parce que bon, il y a plein d'affaires qui les agacent puis ça marche pas. Il y a trop de changements aussi. Ben, trop de changements, puis aussi, tu sais, c'est difficile d'assimiler. C'est comme si je te disais demain matin, tu prends un développeur de l'école, tu appliques toutes les bonnes pratiques d'ingénierie de code puis de développement puis tout ça avec tous les outils qui sortent sur le marché. Tu sais, ça arrive pas. Tu prends les t'es un pilote de modèle réduit, d'avion de modèle réduit. C'est comme si on te demandait de prendre le manuel là, puis allez, let's go, fais voler l'avion là. Donc ça te prend des heures de simulateur avant, ça te prend des expériences, ça te prend des échecs, ça te prend des gens qui sont avec toi pour te coacher puis te montrer comment avancer là-dedans. Mm-hmm. Puis parallèlement à ça aussi dans mes fonctions, ça m'arrive aussi d'aller chez des clients aussi faire des diagnostics, comme dernièrement je l'ai fait chez Vidéotron, chez la Banque Laurentienne, où on arrive là puis on fait juste évaluer leur niveau de maturité dans l'adoption de l'agilité, dans le but de leur proposer un plan d'intervention pour essayer de les aider. Souvent, on va arriver là, on dit, OK, ben, la prochaine étape que tu as à faire, c'est telle chose. Donc, on fait ça aussi beaucoup chez Pixis, donc c'est des cas intéressants. Éric, doit faire au moins quoi, une quinzaine d'années? Au moins, minimum, oui. Peut-être même 18. Je suis un peu jaloux parce que t'as beaucoup d'années d'expérience, mais t'as pas de cheveux blancs. Pas autant que toi, en tout cas. Non, moi, je l'ai pas, mais écoute... C'est parce qu'il n'y a pas autant d'enfants que toi, Mario. Ouais, mais t'as quand même des enfants. J'ai 2 enfants, Deux enfants. Puis comme Guy disait, t'es un fanatique de tout ce qui est l'aviation, mais les modèles réduits. En fait, c'est mon expérience chez CAE. Quand je suis arrivé là, j'ai eu la chance de vivre l'expérience de piloter un simulateur, un Airbus 380, mais un 320. Et puis faire le décollage, l'atterrissage, une petite demi-heure en vol. Puis ça m'a donné le goût de me relancer dans une passion que j'avais depuis que j'étais tout petit. Tu sais, les avions, là, quand t'es jeune, les avions, tu veux tout voir ça. Puis je me suis commencé à faire des recherches sur simulateurs de vol. J'ai comme tout le monde essayé Microsoft Flight Simulator, etc. Jusqu'à temps que je me tente de dire bon, c'est pas ça que je veux. Puis en cherchant des simulateurs de vol, j'ai trouvé des simulateurs de vol d'avions téléguidés. Donc, je me suis amusé un bout avec ça. Puis après ça, j'ai dit, pourquoi je me contenterais du simulateur? Je suis peut-être capable de me payer un avion téléguidé. Donc, ça a commencé. Donc, depuis 2 ans, je fais activement, probablement toutes les fins de semaine, là, voler des avions téléguidés. Puis c'est un beau hobby parce que, bon, t'as une partie à l'intérieur, mais t'as une grande partie qui est à l'extérieur, au grand air. Oui. Ouais. Quand on a des belles fins de semaine, pas trop de vent, le club, c'est un hobby social. C'est pas un hobby où tu fais comme, genre de la philatélie, tout ça, tu rentres dans ton coin puis tu colles des timbres. Là, non. C'est un hobby social où tu t'échanges avec des gens puis tu donnes des trucs puis tu t'en acceptes de d'autres. Puis à un moment donné, quelqu'un, il vient te voir, t'as-tu déjà fait ça? Même des fois, sur le champ, ça m'est arrivé d'arriver avec mon avion et puis j'avais oublié la vis pour faire tenir les ailes. Mais là, quelqu'un, j'en ai une, on va essayer si ça fit, puis on fait une vis, puis ça marche, puis on vole, puis on a du fun. Moi, je trouve ça sain d'avoir, dans notre milieu, là, c'est tellement facile que notre hobby soit l'informatique. Ouais. Je trouve ça super sain d'avoir un hobby qui est autre chose que l'informatique, parce que ça fait rencontrer des gens qui sont totalement différents des gens qu'on retrouve dans notre milieu, puis ça fait décrocher aussi du quotidien, puis ce qui est super important. Là, puis je sais que tu m'avais déjà montré parce que des fois tu te filmes hein, quand tu donc t'avais un hélicoptère, je sais pas si t'as encore un hélicoptère. J'ai plus mon hélicoptère, j'étais un peu trop fou avec, ça me coûtait trop cher de réparation. Je me suis tenu à l'aviation pour l'instant, mais les donc, hélicoptères c'est le fun. Quoi, l'équivalent comme d'un petit Cessna ou non, moi je suis dans le vol acrobatique, fait que j'ai un Extra 300, j'ai un modèle qui appelle You Can Do. Si vous cherchez sur Internet, vous allez avoir des images de ça. C'est un peu une espèce d'avion avec une empanure d'aile énorme, donc ça fait des acrobaties, c'est malade. J'ai d'autres petits avions aussi, des micros. T'es pas comme, tu sais, le fameux Jeff Process qui a écrit beaucoup de livres. Lui, sur son blog, à un moment donné, il s'était filmé parce que c'était aussi un fanatique comme toi. Mais lui, c'est son modèle réduit, c'est l'équivalent d'un F-16. Tu sais, puis ça roule là, comme un F-16, là, puis il fait faire des... j'en revenais pas, moi, quand j'avais vu ça, mais je pense que juste rouler son avion, 3 fois, ça doit coûter $300 d'essence. Il y en a qui ont des gros modèles d'avion où je vais voler. Moi, ce qui limite ma grosseur d'avion, c'est ce que je peux mettre dans une auto pour aller voler. Là. Ouais. Donc, c'est sûr que j'ai une petite auto et que j'ai pas des gros avions, mais que c'est quand même des avions d'envergure de 5 pieds. Là. Donc, presque 2 mètres. OK, donc... nous, on va faire la pause, puis on va revenir pour parler, parce que le but aujourd'hui, c'est parler de CQRS. C'est le fun des avions, mais nos auditeurs doivent se dire, bon, ben là, ils vont-tu nous parler des vraies affaires? Donc, on fait la pause et on discute de Command and Query Responsibility Segregation.
Éric, comme je disais, on a déjà fait dans le passé une émission, mais je pense que ça vaut la peine qu'on réexplique les bases. Parce que c'est rien de nouveau, hein. C'est un pattern d'architecture. Ouais, mais rien de nouveau, mais que trop souvent les gens n'appliquent pas. En fait, si vous écoutez le podcast de Julien Letrouilly, il y a vraiment deux parties importantes là-dedans. CQRS, c'est pas nouveau. CQRS, ça date des mainframes, ça date même le web fonctionne aujourd'hui. Si on prend le concept pur comme tel, où tu envoies une commande et tu reçois une réponse, c'est le pattern classique de tous les systèmes à terminaux. Donc ça, c'est pas vraiment nouveau, puis c'est pas une technologie qui est très complexe à implémenter. Je veux dire, la ASP.NET MVC fonctionne comme ça maintenant aujourd'hui. Tu sais, on parle de ça comme si c'était la révolution, mais c'est plus une évolution, je dirais. Là où fait la puissance de CQRS, c'est l'autre partie qui est intéressante, c'est l'event sourcing. Julien en a parlé dans son blog. Ça, c'est la partie où souvent on sait pas comment découper vraiment les commandes des requêtes. Parce que ça, la partie simple à comprendre, c'est il existe deux grandes catégories d'actions ou de comportements qu'on implémente dans n'importe quel logiciel. Il y a des comportements qui sont principalement des requêtes, c'est-à-dire on va chercher et lire de l'information. Puis il y a un autre type de comportements qui sont les commandes. Puis c'est absolument les commandes, c'est eux autres les comportements qui nous préoccupent le plus parce que c'est les commandes qui vont écrire, changer l'état interne du système. Puis le gros challenge, c'est un coup quand tu sépares ça, tu dis je vais avoir des commandes d'un bar, je vais avoir des requêtes d'un bar, c'est comment tu fais que les requêtes sont quand même capables de récupérer l'information qui a été modifiée par les commandes. Puis c'est là où est-ce que le event sourcing, c'est-à-dire d'utiliser finalement une liste d'événements pour stocker ce qui s'est passé dans le passé, ça devient très efficace. Oui, tout à fait. Comme tu l'as dit, les commandes, c'est une partie du système qui est importante parce que c'est celle-là qui est vraiment qui implémente les règles d'affaires de la business. Donc la commande, c'est là où tu vas implémenter ta validation, tes règles d'affaires, puis appliquer l'action que tu veux faire. Mais c'est souvent 10 ou 20% maximum des actions qui se passent dans ton système. La plupart des actions se passent en requête. Beaucoup de requêtes pour faire plusieurs petites actions. Puis, ce qui est fabuleux de tous ces 80% de comportements-là, c'est des comportements pas destructifs parce qu'on fait juste des lectures. Des lectures. Donc, les requêtes, c'est des lectures. Donc, c'est important d'avoir deux approches très différentes pour optimiser chacune des deux parties. Au niveau des commandes, souvent, ce qu'on va utiliser pour optimiser ça, en fait, on va utiliser le principe de queuing. Donc, on va queuer des commandes. Fait que c'est pas grave si la commande n'est pas traitée instantanément, tant qu'elle a été prise en considération, stockée, puis que l'usager a un feedback comme quoi que la commande va passer un jour. On pense à Amazon. Souvent, tu reçois un email 5 minutes plus tard pour dire que ton livre est en préparation ou pas parce qu'il est en back-order. Donc, c'est la prise de commande, c'est un processus. Ils n'ont pas attendu 5 minutes pour te dire ta commande est faite. Dès que tu as pesé sur le bouton, tu avais une confirmation. Tu dis, ouais, merci pour votre commande. On vous aime beaucoup comme client. Puis en arrière, ben là, ça peut prendre plusieurs minutes avant que le traitement soit vraiment fait et complété. Ça, on parle dans les systèmes comme ça où c'est normal que tu attends un certain temps avant que ta commande. Mais souvent, dans les systèmes CQRS, ça peut être aussi instantané que tu fais enter, ta commande est passée, puis le système en arrière fait une requête, puis tu vois tout de suite le résultat. 90%, je dirais, des cas pourraient s'appliquer dans ce concept-là. Donc là, l'idée, c'est comment on va relier les commandes des requêtes. Donc, le concept event sourcing vient prendre la place pour remplir le trou. Ce qui se passe, c'est que le principe derrière l'architecture, c'est de dire que ton système, la seule valeur vraiment qu'il y a ton système, c'est le passé. Le présent et le futur, on s'en fout un peu. Ce qui est important, c'est le passé. Ce qui est passé, on peut pas le contester. On peut toujours l'interpréter de façon différente ou on peut le lire de façon différente. Moi, je compare ça à deux personnes qui vont lire un livre, le même livre. On va se faire chacun une image différente du personnage principal. On va l'habiller d'une façon différente, on va le voir. Donc, par ce principe-là, si tu as un système basé sur des event sourcing comme ça, où tu as plusieurs modules ou plusieurs applications qui font des systèmes de requêtes alentour, par exemple, chez Amazon, quand tu fais une commande de ton livre, la liste des livres que tu as commandés, tu peux les voir sur ta page web. Mais pendant que la facturation a un système qui voit les mêmes livres que toi tu as commandés, mais dans un aspect différent, plus avec le coût que le livre a coûté puis le profit qu'ils en font. Un autre système va dire, moi, c'est des statistiques. C'est un système de statistiques. Je veux voir le nombre de livres qui a été vendu. Je m'en fous des titres. Je veux juste avoir des nombres. Donc, tu t'adresses à différents systèmes en lecture qui voient les mêmes événements passés, mais ils les interprètent à leur façon pour leurs besoins. Donc, c'est là où c'est intéressant d'avoir un système comme ça où tu distribues des événements et puis chaque système de lecture voit juste ce qu'il veut voir et présente ce qu'il veut afficher.
Donc, c'est ce concept-là qui est derrière l'architecture CQRS plus Event Sourcing. Et là, on parle de requêtes en lecture. Où viennent les commandes dans tout ça? Ben, les commandes sont appliquées à l'entrée. Donc, tu vas avoir une interface usager qui, elle, va t'afficher des données. OK? Puis, les données que tu as là... contrairement à la plupart des systèmes, on essaie de faire plein de pirouettes pour essayer de s'assurer que la donnée que tu as à l'écran est bonne. J'ai même vu des vieux systèmes où à chaque fois que tu fais afficher de l'information, il y a un lock qui se fait dans la BD. Pour dire là, l'information qui est là, personne ne peut la modifier pendant que je la regarde parce que si je vais appliquer une commande dessus, il faut que je m'assure qu'elle va passer. OK? Puis j'ai vu des systèmes comme ça. Il y a des locks optimistiques, pessimistiques. Il y a même des systèmes où tu fais juste laisser comme une espèce de token dans BD pour dire je suis en consultation sur cet enregistrement-là. Là, pendant que je fais ça, personne ne peut le faire. Là, tu as des problèmes, faut que tu réussissent à cleaner ces locks-là, etc. Le concept CQRS Event Sourcing prend pour acquis que ce que tu vois, par définition, c'est pas à jour. OK. Que ce soit off d'une milliseconde ou de 3 jours, ce que tu as à l'écran, c'est pas à jour. C'est uniquement de l'information pour de l'aide à la décision. Donc, ça te permet de prendre une décision sur quelle commande je vais appliquer sur l'information que je vois. L'idée, c'est que tu devrais te rafraîchir pour essayer d'être plus proche possible, mais c'est pas grave si t'es pas à jour, parce que c'est pas toi qui va être celui qui va décider que la commande passe ou pas, c'est le domaine. Puis l'idée, c'est que tu vas envoyer ta commande dans la queue de commande, elle va passer. Puis ça va être la responsabilité de l'entité domaine, dans le fond, de reconstruire l'entité sur laquelle tu appliques la commande pour pouvoir l'appliquer. Puis c'est la seule place où ton système a besoin de construire une entité puis appliquer une commande. Donc, c'est la seule place où il peut avoir des choses qui se passent. Donc, c'est safe parce qu'il y a personne d'autre qui touche. Imaginons, mettons, que j'ai une des requêtes, c'est de me donner une liste de produits. On est un Amazon.com, j'ai une liste de produits. Et une des commandes que Amazon voudrait bien que tu fasses, c'est que tu achètes le produit. Ouais. OK? On sait que chez Amazon, on commence par l'acheter, on commence par le mettre dans notre chariot, dans notre carte. Mais imaginons que ce serait un Amazon super simplifié. Là, tu peux directement acheter. Quelles sont les informations qui sont importantes pour que je prenne une décision là? Je veux la description, en tout cas, les choses, mais une des informations importantes, c'est à quel prix? Le prix qu'on va me le vendre. Si, mettons, qu'au moment où moi, j'ai demandé à afficher, on me dit, ce produit-là, il est 6,99 $. Et qu'au même moment, il y a quelqu'un qui est en train de mettre à jour la liste du produit pour dire, maintenant, ce produit-là va se vendre 7,99 $. À quelque part, tu sais, moi, quand je vais passer la commande, la commande, elle va se faire sur 6,99 $, parce que c'est ça qui est l'information qu'on me donne. Et le système va être bâti en conséquence. Est-ce que c'est dramatique pour la compagnie de dire, sais-tu quoi? Lui, là, mettons que ça lui a pris 22 minutes de décider qu'il voulait la prendre l'acheter à 6,99 $. Donc, il est un des 3 ou 4 personnes qui ont gardé le produit à 6,99 $ un peu plus longtemps. Mais est-ce que ça dérange la compagnie? Probablement pas. Ils sont contents, ils ont fait la vente à 6,99 $, mais ils savent que tous les prochains clients, les autres vont les payer 7,99 $. Je peux vous donner sûrement un cas concret, très concret de ça. Je pense, il y a 1 an ou 2 au MVP Summit, moi et Éric Moreau, on voulait voyager ensemble parce qu'on avait pris notre chambre ensemble. Ouais. On était sur le site de Expedia, on a commandé notre billet d'avion. En même temps, on était en ligne au téléphone, on a fait Enter, puis on a eu un prix différent. Ouais. Puis on a eu le prix différent, puis il n'y a pas moyen. Lui avait son prix à ce prix-là, c'est celui qu'il avait dans son écran. Il a fallu qu'il l'achète à ce prix-là. Moi, je l'ai acheté à un autre prix. Il y avait une différence d'une $20. Ouais. Mais c'était un cas concret. Donc, ça veut dire qu'entre-temps, il y avait une mise à jour. Mais, donc, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une utopie de penser que on peut montrer en temps réel la vraie valeur de l'information. L'information est toujours déphasée. Donc, CQRS ne fait que reconnaître ça. Puis la question qu'on doit toujours se poser, c'est entre le temps où j'applique une commande, où je mets à jour d'informations, c'est quoi le délai avec lequel l'entreprise peut vivre pour être déphasée? Si c'est des 24 heures, ça fait des systèmes qui coûtent pas cher à construire. Si on nous dit non, faut que c'est dans la minute qui suive, tout le monde soit synchronisé, là, ça fait des systèmes extrêmement dispendieux à construire. Mais tu vas challenger ces décisions-là, parce que souvent, le monde, quand ils disent 1 minute, si tu leur dis, ouais, ça va te coûter $1 million, ils vont faire comme, peut-être je peux vivre à 1 heure, tu sais. L'avantage de CQRS, c'est au lieu de gérer cette asynchronicité-là de façon comme une exception, on le gère comme une règle. Ouais. Donc, une fois que tu as le principe CQRS Event Sourcing, que ta règle, c'est que tout est asynchrone, ton système coûtera pas plus cher que ce soit synchrone de 24 heures ou d'une minute. Tu vas mettre plus peut-être d'ordinateur pour gérer ton affaire, mais je veux dire, le développement, le coût de développement va être le même. Ouais. Là, tu parles de CQRS
//event sourcing. Est-ce que c'est deux concepts qui sont différents ou ils sont... Ben, comme je dis, c'est deux concepts différents dans le sens que CQRS, c'est pas nouveau. Okay. Le principe event sourcing associé à CQRS l'est peut-être un petit peu plus parce qu'on en parlait moins avant. Je veux dire, quand tu faisais un système mainframe, c'était là pareil, mais tu sais, je sais pas si vous vous en rappelez, si les plus vieux s'en rappellent, là, quand on faisait des systèmes mainframe, ce que tu faisais dans le fond, tes commandes, t'es écrivais dans une espèce de fichier de commande. T'envoyais des batchs. Puis le soir, c'était traité. La synchronicité était assez évidente. Là. Ta police d'assurance, tu la savais juste le lendemain comme un cas de coûtait. Il y avait pas de façon de l'avoir. Relié avec tout l'event sourcing, qui est quand même quelque chose qui a pris beaucoup d'essor depuis 2 ans. C'est en même temps qu'il y a aussi, ça a pris beaucoup d'essor dans l'industrie de se poser la question, est-ce que j'ai toujours besoin d'avoir une base de données relationnelle pour sauvegarder mon information? Parce que un système CQRS, mettons classique, là, pas d'event sourcing, je pourrais le construire avec une BD relationnelle en arrière. Puis ce qu'il veut dire, c'est que mes commandes, autant que mes requêtes, iraient lire dans BD. Oui, ça serait un système tout à fait valable. En fait, si j'ai pas beaucoup de charges, ça peut être un système qui fait bien la job. C'est d'ailleurs parce que moi, là où j'ai commencé à implémenter ce phénomène-là de CQRS Event Sourcing, c'est que j'ai eu à intervenir chez un mandat à la société Grix, pour les nommer, où ils m'ont approché en fait pour implémenter une architecture SOA. Ils savaient pas trop comment s'y prendre, fait que la première étape, c'est qu'on analysait un peu tous les systèmes qu'il y avait. Puis eux, ils ont énormément de systèmes. Ils ont plusieurs, je pense 70 systèmes qu'ils peuvent vendre à leurs clients. Puis c'est tous des systèmes qui ont... il y avait tout un peu la vérité. Chacun avait une liste d'élèves, parce que l'autre, ils gèrent des systèmes de commission scolaire. Il y avait des listes d'élèves, des adresses, des choses, des informations qui se recoupaient d'un à l'autre. Puis là, ils voulaient être capables de faire un système orienté service pour pouvoir partager cette information-là. Puis là, on s'est dit, ben là, le problème, c'est que ton domaine, il est éparpillé partout, là. Donc là, il va falloir, tu sais, comme trouver des domaines d'affaires où tu peux appliquer des règles et tout. Donc, en faisant ça, on a commencé à chercher. Puis, CQRS, si vous recherchez sur Internet, c'est une architecture qui est très associée au des domain-driven design. Ouais. C'est une implémentation pratiquement 1 pour 1 avec le domain-driven design parce que les commandes passent à travers le domaine pour s'appliquer. Très souvent, les gens m'ont dit, tu peux pas faire du CQRS si t'as pas commencé à faire une modélisation forte de ton domaine. C'est intimement lié. Je suis pas prêt à dire que c'est un prérequis. Certaines personnes m'ont dit oui parce que culturellement c'est très proche, mais ça reste que chacun cherche à résoudre un problème différent, mais ils travaillent très, très bien. Moi, je vois CQRS Event Sourcing comme étant une des implémentations d'une architecture DDD ou d'un développement DDD. Probablement qu'il y a d'autres façons de l'implémenter aussi bonnes, mais je pense que CQRS, c'est une des implémentations. Donc, en faisant ça, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que bâtir une application chez eux, ça revenait à définir un paquet de domaines qui interagissaient ensemble. Donc, l'interaction est importante parce que chacun voulait être maître de ses données, etc. Donc là, on s'est dit, bon, il faut qu'on s'arrête à distribuer cette information-là. Puis là, avec des bases de données distribuées, on dit, ouais, ça va être trop lourd, etc. Donc, on a regardé cette approche-là. Donc, CQRS est comme né un peu de ça. On a monté un prototype fonctionnel de A à Z avec, on a même inclus des choses de sécurité. Ceux qui ont entendu, je pense qu'il y a déjà un podcast sur WIF ou Windows Identity Foundation qui parlait de ça aussi. Donc, on avait intégré ça aussi dans le principe de sécurité parce que, bon, naturellement, sécuriser les commandes, les événements sur le réseau, c'est un concern pour eux autres aussi. Donc, finalement, à la fin du prototype, il y a un client qui a embarqué dans l'aventure, qui a décidé qu'il voulait appliquer ce principe-là. C'est une commission scolaire, je me rappelle plus le nom, mais ça n'a pas d'importance. Ce qu'ils voulaient gérer, eux, c'était la consultation des bulletins des étudiants. Donc, il y a une façon de pouvoir avoir une consultation rapide des bulletins, puis que les bulletins se mettaient à jour par 12 000 processus en arrière. Donc, ce qu'on a implémenté, c'est le principe CQRS. Donc, finalement, la création du bulletin est devenue une commande qui lance un long process de récupérer les notes. Vous n'aviez pas d'event sourcing partout. Vous alliez écrire directement dans une BD. En fait, il y a de l'event sourcing. Le problème, quand on fait de l'event sourcing, l'idée, c'est d'avoir des événements le plus petit possible parce que tu veux pas encombrer ton réseau avec un paquet d'événements qui passent. Puis un bulletin, pour un bulletin, c'est le résultat final, c'est un fichier PDF, en fait, donc qui livrait. Mais nous, on a implémenté cette approche-là avec 2 technologies qui sont disponibles. C'est Simple CQRS pour tout ce qui est la gestion CQRS et N-Service Bus pour la gestion des événements sur le fil. Donc, les deux ensemble, on a fait un bon mariage.
Puis dans N-Service Bus, il y a quelque chose d'intéressant qui te permet d'utiliser, par exemple, on pourrait dire un blob de repository, comme on parlait d'Azure tantôt, ça pourrait être une espèce de place où on pourrait storer ça, où tu stores une espèce de, par exemple le bulletin, avec un GUID quelconque. Puis l'événement est passé sur le fil pour dire que le bulletin est disponible, donc les systèmes sont avisés puis ils pourront aller le chercher ou updater leur liste pour dire le bulletin est disponible. Donc les événements restent très petits, puis l'information vraiment qui est stockée peut être un peu plus grosse, elle. Donc là, tu nous as parlé d'une expérience pratique que tu as eue avec CQRS. Moi, ce qui m'a intéressé beaucoup aussi, c'est tu me parlais que t'as pas besoin de faire ça en révolution ou de dire, moi, là, pour faire du CQRS, il faut que je démolisse toute mon application existante. On peut y aller de façon évolutive, petit pas par petit pas. Puis je pense que c'est un peu ce que vous avez fait à la Grix. Hein? Ouais, tout à fait. Parce que les autres, comme je dis, ils ont à peu près 70 systèmes. Puis c'est sûr qu'ils veulent pas demain matin, on jette tout à terre puis on arrête le développement parce qu'il y a encore des besoins dans les anciens systèmes. Donc, il fallait trouver une approche pour implémenter CQRS de façon itérative. On fonctionne en agilité là-bas chez la Grix, donc c'était important pour eux autres. Donc, ce qu'on a commencé à faire, c'est proposer un plan de migration de cette architecture-là. Puis là, on a commencé à dire, quel genre de système qu'on a. On a réussi à regrouper les systèmes en 3 catégories. On a les nouveaux systèmes qu'on va développer, donc purement CQRS, où pour nous, un système CQRS, c'est une espèce de bulle qui émet des événements de tout ce qui se passe, puis il peut consommer des commandes. Donc, il y a une espèce de pipeline de commandes en entrée, puis il y a N-Service Bus sur lequel il peut publier les événements qui se passent. Fait que si, par exemple, je construis un système pour gérer, par exemple, eux, ils ont beaucoup de besoin de gérer des emplacements parce qu'ils font des réservations de salles et tout ça. Donc, pour eux, il pourrait avoir un système complet qui gère juste l'emplacement, comme une adresse physique. Que ce soit une adresse sur une rue, dans un local ou l'adresse d'une personne. Donc, les adresses, ça peut être un système intéressant à livrer pour eux autres. Donc, ça, c'est un système traditionnel. Pas traditionnel, mais plutôt CQRS complet. Ils ont des systèmes actuellement qui gèrent et qui sont capables d'intervenir dans le code parce qu'ils ont les sources et sont capables de modifier ça. On les appelait les systèmes hybrides. Ces systèmes-là, on est facilement capable de les enrober alentour d'une bulle qu'on appelait la bulle CQRS, qui, elle, va traduire toutes les actions du système en commande et puis publier des événements qui, elle-même, va consommer pour mettre à jour sa base de données. Donc, elle, à l'interne, elle a une base de données traditionnelle, c'est pas du event sourcing, mais c'est juste qu'on intercepte toutes les actions de l'usager, donc on s'intercepte directement dans l'UI. C'est important ce que tu as dit, une base de données traditionnelle, hein, parce que des fois, ça peut prêter à confusion. Comment on sauvegarde nos événements et on pourrait les sauvegarder dans une BD. C'est juste que souvent, on n'aura pas besoin de commencer à faire un modèle en 3e forme normale qui modélise tout notre métier, notre domaine métier. Parce que grosso modo, on va juste se servir d'une table pour sauvegarder nos événements. Puis, mais c'est pour ça qu'en souvent, on va comparer une BD traditionnelle versus event sourcing. Mais event sourcing ne veut pas dire que tu sauvegardes pas dans une BD aussi. Non, c'est ça. L'event sourcing, en fait, pour que le système devienne, si on peut dire compliant ou conforme CQRS, ça lui prend l'event sourcing. Pour une raison très simple, c'est que le but d'englober un système, par exemple un hybride comme ça dans une bulle CQRS, c'est éventuellement d'enlever le système en dessous et de garder juste la partie CQRS. C'est là qu'il y a la valeur du système, c'est pas dans tout le reste. Puis c'est pas la base de données où les données sont sauvegardées de façon relationnelle, c'est les événements. Donc, si on est capable de capturer tous les événements qui se passent sur un système, puis tranquillement, on dit, le système devient autonome par ces événements, on peut enlever la base, puis là, on va vraiment avoir, plus que migrer, mais on va remplacer un système par un principe complètement différent, puis ça va être fait de façon très itérative, très smooth, là. Dans le fond, ça n'aura pas d'impact. Ça, c'est le deuxième type de système qu'il y avait à la Grix. Le troisième type de système, c'est des systèmes achetés, par exemple, des systèmes de CRM ou des choses comme ça qui avaient déjà en place. Des tiers partis. Des tiers. Eux, ces systèmes-là, souvent, on n'a pas accès directement aux sources, on n'a pas directement accès aux commandes. Donc, on a fait un petit prototype là-dessus pour intercepter toutes les actions qui se font sur la base de données. Donc, dans ces systèmes-là, c'est un petit peu différent, par exemple. C'est juste qu'il faut faire des règles un petit peu plus poussées pour aller chercher l'intention. Parce que souvent, derrière la commande, il y a une intention. Derrière une modification de données, il n'y a pas vraiment l'intention. Donc, c'était un petit peu plus compliqué, mais il y a certains cas types qu'on pouvait aller chercher.
Et puis, de chaque écriture, donc on avait des hooks dans la base de données qui interceptaient les écritures pour dire, bon, si on écrit dans telle table, par exemple, dans la table employé, puis qu'on fait un insert, on est en train de créer un employé, fait qu'on peut émettre l'événement qu'on a créé un employé. Donc, on était capable d'intercepter ces choses-là, puis publier ces événements-là à la CQRS. Donc, on était capable de lui créer une bulle complètement à l'extérieur du système qui s'introduisait, disons, de l'extérieur du système, puis ça s'attachait au système existant. Fait que c'est les 3 types de systèmes qu'on a proposés dans l'architecture. Puis ça couvrait l'ensemble de leur système, en fait, à l'Agrix. Puis ça a été une architecture qu'on a démontré, on a fait des présentations à différentes équipes, puis tout le monde était emballé par cette idée-là. Puis moi, une chose que je faisais quand j'arrivais dans les présentations avec les équipes là-bas où j'accompagnais, je disais au début de la présentation, là, ayez l'esprit ouvert, regardez qu'est-ce qu'on va vous présenter, puis ayez en tête une seule question, c'est est-ce qu'il y a quelque chose que je fais aujourd'hui que ce système-là peut pas faire? Puis à date, on n'a jamais eu de questions, puis on a eu des questions sur des choses qu'ils pensaient que ça se faisait pas, puis on a toujours une réponse simple à ces questions-là. C'est la beauté de l'architecture basée sur des événements. Tout ce qui est basé sur du temps, à chaque fois qu'on fait des requêtes, par exemple, tu veux savoir, par exemple, combien ça prend de temps de traiter une commande parce qu'il y a plusieurs étapes, ben tu l'as dans les événements. Tu prends le premier événement, le dernier événement, tu sais, puis sinon, dans une base de données traditionnelle, il aurait fallu avoir une date pour chaque événement, puis traquer ça, puis faire des deltas, tout ça. C'est tous les événements basés sur le temps ou les choses, c'est super important. C'est-tu à la même époque que vous avez commencé à s'expérimenter quand vous faisiez ce mandat-là à la GRIC? Parce que je sais que tu es impliqué dans un projet open source qui est sur Codeplex pour justement faire une migration du fameux MVC Star, donc avec un projet classique là, pour apprendre ASP.NET MVC, mais de le migrer en architecture CQRS. C'est-tu à la même époque où est-ce que tu étais impliqué dans... Ben en fait, oui, parce que j'avais pris un des gars à l'Agrix là-bas, qui s'appelle Philippe Lavigne, et puis on avait monté ensemble une présentation. D'ailleurs, on a présenté au groupe .NET Montréal. Et puis, pour faire ça, on s'est dit, il faut présenter quelque chose, puis on voulait naturellement pas présenter les applications de l'Agrix. Fait qu'on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire de simple? Puis moi, j'étais habitué avec l'application ASP.NET MVC Music Store, qui est une bonne vitrine pour ASP.NET MVC. Je l'ai d'ailleurs monté aussi avec ALM, avec Mathieu Zablowski, pour montrer comment on peut l'intégrer avec des tests continus et tout ça. Puis là, j'ai dit, je vais reprendre la même application, mais on va la monter en CQRS. Donc, on a fait l'exercice de faire le cart, donc l'ajout dans le cart en CQRS. Et puis, cette application-là est disponible sur Codeplex. Si vous cherchez, c'est CQRS ASP.NET MVC Music Store. Le lien sera sur le site. OK. Une autre chose que tu m'avais glissé, Eric, c'est le cloud se prête très, très bien à remettre au goût du jour CQRS. Dans quelle mesure, ou en tout cas, qu'est-ce qui t'intéresse à ce propos-là? Ben, tout à fait. Moi, quand j'avais entendu des présentations au groupe qui parlaient du cloud, et puis ils parlaient beaucoup du table storage à l'époque, parce que je pense que c'est la première forme de storage qui a été sortie sur le cloud. Après ça, ils ont sorti vraiment un hosting SQL plus complet, mais je me disais, où est-ce qu'ils s'en vont Microsoft avec ça? Tu sais, ça sert à quoi d'avoir une base de données qui a pas de relation? Moi, je venais d'un monde plus traditionnel, je me dis, des bases de données, ça a des relations, là. Dès qu'on pense à pas de relation, puis qu'on sait c'est quoi le event sourcing, on se dit, c'est peut-être un bon endroit pour garder mes événements. Ben, tout à fait. Donc là, quand j'ai vu le CQRS sourcing, event sourcing, tout ça, j'ai dit, là, le cloud, le table storage, c'est le candidat idéal. Chaque ligne est identifiée par un ID, that's it, puis tout ce que tu as à faire, c'est d'écrire dedans. Puis, une des beautés de cette architecture-là, souvent qu'on se bat avec les problèmes dans les bases de données traditionnelles, c'est tout le concept de locking, de concurrence, etc. Dans une base de données de type event sourcing, il y a une seule action que tu peux faire, écrire. La deuxième action, c'est lire, mais on peut lire une batch de données à la fois, mais c'est écrire ou lire. On fait juste ajouter. On modifie jamais rien. C'est le principe comptable. Je veux dire, si tu as fait une écriture qui s'est trompée, tu vas écrire l'écriture inverse pour la défaire. Donc, c'est uniquement de l'insert. Fait que tu as zéro lock, tu n'as pas de concurrence, c'est séquentiel, une après l'autre. Donc, c'est un candidat idéal à optimiser ça, là. Puis ça, écoute, depuis plusieurs années, beaucoup d'architectes font la promotion de dire vous ne devriez jamais supprimer des données dans une BD, c'est une mauvaise pratique. Puis mais sauf qu'on les modifie tout le temps, là, quand même. Ben on ajoute toujours dans nos tables, on n'enlève jamais une inscription, une écriture qui a été faite. Ouais. Mais quand vous pensez à ça, là, dans les bases de données traditionnelles, à chaque fois qu'on modifie une donnée, on vient de perdre un peu de la vérité.
Parce que l'historique, l'information qui était là est plus là. Elle est remplacée. Puis c'est ça la beauté avec Event Sourcing, c'est aucune vérité est perdue, tout est gardé. Puis, ouais, vas-y Mario. Puis Eric, pourquoi ce trade-off-là qu'on fait de dire je vais perdre un peu de vérité ou je vais perdre un peu d'information, c'est parce que la BD a fait un choix d'architecture pour nous, on fait un choix de contrainte où est-ce qu'il s'est dit, moi je veux m'assurer que l'information soit capable, qu'elle soit unique à un seul endroit. Donc, à cause de ça, c'est pour ça qu'on normalise, à cause de cette contrainte-là, vu qu'elle est unique à un seul endroit, ben, dès que je la mets à jour, ben, je réécris toujours par-dessus, puis je la garde pas. Puis pourquoi on voulait qu'elle soit unique à un seul endroit? C'est parce qu'on présumait que ça va être beaucoup plus facile de mettre à jour, parce que je n'aurais pas à mettre à jour 28 places à la fois. Sauf que, à quelque part, tu sais, quand on comprend l'event sourcing, on se dit, ben écoute, avec un publisher et un subscriber, je mets à jour avec une seule place, puis tout le monde se souscrit à un publisher, puis le publisher, il va disséminer l'information à tous les autres systèmes. Oui, tout à fait. Puis ça scale parce que, tu sais, si tu as une seule source pour dispatcher tes événements, c'est une chose. Mais après ça, quand tu vas vouloir consulter ton information, si tu as un système international, tu aimerais ça que l'information soit près du consommateur. J'ai travaillé au Cirque du Soleil, puis j'ai travaillé avec des systèmes qui étaient hostés par IBM, Akamai, je sais pas si vous connaissez, où c'est un système de caching en ligne. Notre site web de Cirque du Soleil était caché de cette façon-là. On le maintenait à une place, puis là, dans un process automatique, les pages étaient publiées, puis il y avait des sites web un peu partout dans le monde qui hostaient la version finale. Fait que tout le monde avait un accès super rapide au site web, même si il était vraiment distribué partout. Donc, c'est vraiment efficace. Un autre point que je voulais amener aussi sur l'event sourcing, qui est intéressant parce que le monde a peur que dire bon, ben là, ça va faire, on fait juste écrire dans une base de données, ça ajoute de l'information continuellement, ça va grossir beaucoup cette affaire-là. Dans les systèmes traditionnels, ça grossit beaucoup aussi. On garde beaucoup d'informations, puis on essaie de se garder de l'historique, puis on fait un paquet d'affaires, puis l'historique est ajouté par après souvent, puis bon, c'est souvent compliqué. Puis là, quand tu vas voir l'état d'une facture à un moment donné, il faut quasiment que tu fasses un snapshot complet de la facture, etc. Dans le système event sourcing, la beauté de la chose, c'est que tout ce que tu as à faire quand tu veux, mettons, limiter ta base de données, tu veux archiver tes événements, tu les mets sur un autre serveur, tu les mets sur... c'est pas grave s'ils sont pas publiés. Dans les systèmes traditionnels, quand tu essaies d'archiver, tu essaies d'enlever un enregistrement, là, tous les liens viennent avec. Si tu enlèves ça, tu perds les tables de relation, tu perds un paquet d'informations. Donc, c'est très difficile dans un système traditionnel de faire de l'archivage. On se casse la tête avec ça. Dans le système MVC, on dit, on archive à chaque année. Le 1er janvier de chaque année, la base d'événements, on l'archive. Tout ce qu'on conserve, parce que le concept de event sourcing, l'implémentation Simple CQRS, entre autres, le fait, permet de faire des snapshots de chaque entité. Donc, tu peux facilement repartir une base d'événements à partir d'un snapshot. Puis, t'as rien perdu parce que tu as l'information d'avant qui était stockée. Donc, super intéressant à ce niveau-là. Est-ce que tu as la chance d'expérimenter avec quelques-unes des implémentations open source qui utilisent Azure, donc les data tables? Je sais qu'il y a quelques projets, là. J'ai pas eu à le faire, je pense mais... c'est CQRS Azure ou quelque chose comme ça. On va trouver des liens, on va vous mettre quelques liens sur la page, là. Ouais. Ce serait intéressant de voir l'application, mais effectivement, Azure, ça serait une super réponse à ça pour l'écriture dans les bases de données. Mais pourquoi? Est-ce que c'est parce que il y a tout le tooling qui est offert dans Azure qui permet de faciliter là Ben en fait, c'est le format du table storage est fait pour ça. Parce que justement, c'est un seul record, il n'y a pas de relation, donc ça permet de faire des optimisations intéresses. Dans l'implémentation avec Simple CQRS puis NSource Bus qu'on a utilisé, la base de données derrière, je crois, c'était RavenDB, qui est une base de données aussi très optimale qui peut fonctionner très très facilement avec CQRS. Parce qu'il n'y a rien qui t'empêche aussi d'avoir des stratégies de caching local, donc parce que le monde dit là sur un cloud, ça va être là, mais il n'y a rien qui t'empêche d'avoir des événements sur ton PC. Puis là, ça, j'irais pas vers ça. Non. Le but des événements, c'est d'avoir une seule vérité dans ton système. Si tu te mets à avoir des copies de tes événements, c'est pas la bonne approche. L'important, c'est que l'événement. Les événements devraient pas être un bottleneck de toute façon. Ce qui va être caché, par exemple, c'est les systèmes en lecture. Donc, tous les systèmes de lecture alentour. Eux, tu as besoin d'avoir une information à jour qui est updatée par tes événements. Mais l'événement lui-même doit être unique. Parce que là, ce qu'on fait quand on bâtit nos systèmes justement en lecture, absolument, on crée quasiment un écran, une table pour vraiment avoir des requêtes super simples. Oui. Ben, d'ailleurs, ça peut être même plus loin que ça. Je lisais des implémentations où tu peux même avoir... tu sais, on parle de système web.
qu'est-ce qui empêche que ton modèle de lecture soit un fichier HTML stocké sur un disque dur d'un serveur? Donc, t'as même plus besoin de le préparer. Tu fais pitcher la page, puis elle affiche. Tout ce que t'as, c'est l'ID de ta facture, c'est le numéro du fichier XML sur disque. Donc, quand tu demandes d'avoir ta facture, la page est déjà rendue telle quelle dans le format. Puis c'est pas plus compliqué pour un processus qui va recevoir les événements d'aller retrouver cette information-là, puis avec une règle de transformation, ajouter l'événement dans cette page-là, puis faire mettre à jour la page, finalement. Éric, tu sais que nous, quand on aime toujours aussi explorer, en tout cas être surpris par de nouvelles choses. En terminant, y a-tu autre chose qui est dans ton radar que t'as vu dernièrement, à part des choses sur les avions téléguidés, là, mais des fois, tu sais, les gens font juste dire, j'ai regardé telle affaire, là, jeté un petit coup d'œil, nous autres on met le lien, mais ça nous ouvre les portes sur autre chose. Ben, une chose que je peux peut-être vous dire, c'est en lien avec ça quand même. Moi, j'ai suivi beaucoup ceux qui ont été les promoteurs de cette technologie-là, qui sont Greg Young et Udi Dahan. Ouais. Et puis, à ce que j'ai su, Greg Young serait en ce moment en train de travailler avec Microsoft, probablement à préparer probablement du tooling ou quelque chose alentour de ça. Là. Ouais. Donc, c'est peut-être un scoop, là, ça s'en vient. J'ai regardé sur mon LinkedIn, puis en ce moment, il est avec le MVP Award Program, je crois, mais il travaille très proche avec Microsoft. Je sais pas si vous avez remarqué, mais ceux qui suivent Greg Young est assez low profile sur les blogs de ce temps-ci, fait que j'imagine qu'il prépare quelque chose de gros. Là. Ouais, absolument, quand on est low profile, c'est parce qu'on est très occupé à construire de quoi, on n'a pas le temps trop, donc... Ah, mais il tweet pas mal. Écoute, c'est rare que ça arrive, mais... J'ai pas trop de questions, donc je vais passer la main à mon ami Guy. Parce que je suis sûr que Guy, lui, va avoir des questions... donc, écoute, moi, c'est ma question t'en as traditionnelle. des questions, Ouais. C'est quelqu'un qui est intéressé parce qu'on vient de discuter. Il débute où? Est-ce qu'il y a quelque chose à télécharger? Est-ce que où il va s'informer là, pour obtenir les premières informations? Là? Ben, je te reconnais un peu, Guy, là, parce que t'es un gars très pratique. Toi, t'aimes ça mettre les mains vraiment à la pâte. Effectivement, ben, en fait, c'est sûr que à première abord, ça a l'air être un gros système parce que si vous lisez sur l'internet là-dessus, ça a l'air être fait pour les grosses entreprises puis les gros systèmes, tout ça, ça supporte des millions de transactions. Moi, j'ai lu des systèmes là-dessus qui fonctionnent puis c'est gros. Effectivement, ça peut être un peu épeurant au départ. Je pense que si vous voulez commencer quelque part avec ça, comme j'ai mentionné plus tôt, l'application qu'on a montée, CQRS ASP.NET MVC Music Store, qui est sur Codeplex, serait un bon départ. Fait que je vous conseillerais d'aller juste downloader ça. Puis, vous pouvez poster des questions là-dessus. Regardez le code source. Regardez le code source. Regardez comment c'est fait. Puis peut-être un blog ou un livre qu'on naturellement, il y a Udi Dahan qui est très actif aussi sur les blogs là-dessus. Puis il poste beaucoup de blogs sur ça. Greg Young aussi, il en avait beaucoup sur son blog, mais il parle un peu moins de ça de ce temps-ci. Naturellement, je suis un petit peu je suis fervent de cette technologie-là. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez consulter mon blog ou j'en parle moins sur mon blog, mais si vous avez des questions directes ou vous avez des points, vous avez aidé à starter là-dessus, je peux peut-être vous donner une couple de guidelines. Parce que si vous regardez le code de l'application sur Codeplex, ce qui est étonnant de ça, puis quand on parle vraiment pratique, ça a presque de l'air de la magie. Si vous regardez le code, vous allez voir, il y a des classes de type processeur, il y a des classes, des command handlers. Tu sais, quand on parle d'avoir des méthodes courtes, là, la plupart des méthodes ont une ligne. Les classes ont 2 ou 3 méthodes à une ligne chaque. C'est hallucinant la simplicité du code parce que le framework derrière fait quand même beaucoup. Puis c'est un principe qui est très 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 simple à implémenter. Fait que moi je vois beaucoup de systèmes qui pourraient bénéficier de ça, même des petits systèmes, parce que souvent on attend d'implémenter une architecture comme ça pour des gros systèmes. On dit j'ai pas ce besoin là. Mais quand vous allez le voir, comment ça fonctionne, puis l'application Music Store, c'est un bon exemple, parce que c'est pas une grosse application, puis on a réussi à l'implémenter en très peu de temps pour une fonction qui est l'ajout dans le cart. Donc, ce que ça démontre, c'est que c'est facile de prendre, puis même en fait, cette application continue de fonctionner comme avant, c'est-à-dire toutes les autres fonctions ne sont pas CQRS et on a fait une seule fonction en mode CQRS qui est l'ajout dans le cart. Okay. Et puis, ça démontre comment même on peut prendre à l'intérieur même d'une application, transformer tranquillement les fonctions d'une façon CQRS. Donc, c'est une belle approche. Puis moi, j'invite les gens à participer à ce projet-là s'ils veulent. S'ils veulent faire des demandes pour être des contributeurs, je vais être très ouvert à ça parce que j'aimerais ça qu'on en fasse une vitrine qui pourrait aider les autres à démarrer encore plus facilement, justement. Excellent. Super. Écoute, nous, on te remercie. Ben oui, merci. Ça fait plaisir.
Puis on va regarder s'il y a des actualités, même si c'est le mois de juillet, il y a peut-être quelques petites nouvelles qu'on peut partager avec vous. Donc on vous revient bientôt. Les actualités avec Guy Barrette. Ben, c'est la conférence des partenaires Microsoft cette semaine à Toronto. Ben oui, proche de chez nous, mais on n'a pas le temps d'y aller. C'est la première fois que je pense que c'était à l'extérieur des États-Unis ou du moins en Amérique du Nord. Là. Les mauvaises langues m'ont dit Toronto, c'est comme les États-Unis. Ben non, faut que les Américains aient leur passeport pour qu'ils aillent. Oui, c'est vrai, mais culturellement, souvent, il n'y a pas de grosse différence. Mais ça, c'est un jugement de valeur de ma part. Sur Twitter, je voyais quelqu'un qui disait que il était à Toronto, il disait ouf, enfin 70 degrés Fahrenheit là, parce qu'il y a une vague de chaleur aux États-Unis présentement. Oui, c'est vrai. C'est ça. Donc lundi, il y a eu l'annonce. On a annoncé la date de livraison de Windows 8. Ouais, qui était bon. On savait tous à peu près. Polichinelle, là. Donc ils disent que début août. La version RTM. Pour la RTM, ça veut pas dire que ça va être disponible à ce moment-là. Là. Ça va peut-être être disponible un mois plus tard, mais en magasin, là, on va retrouver des PC, des ordinateurs ou des tablettes. Peut-être pas des tablettes, mais en tout cas on verra. En octobre, c'est ça. En octobre, parce qu'ils disent que c'est là ce que j'ai compris là sur l'article de Mary Jo Foley. Elle a eu la confirmation que Surface arrivait en même temps. Donc le fameux ordinateur. Le RT. Le RT. Le RT, pas le full-blown Windows. Pas le full-blown, mais la version plus bas de gamme qui va compétitionner beaucoup l'iPad et tout. En parlant de tablette, il y a même Google qui a annoncé sa propre tablette, le Nexus 7. Ouais. Donc, $200. Donc, ouais. Puis c'est intéressant de voir. Puis là, il y a beaucoup de rumeurs qui disent Apple va probablement sortir un iPad 17 pouces aussi. C'est-à-dire que c'est un facteur où est-ce que les écrans sont beaucoup moins dispendieux, ça permet à ces fabricants-là d'arriver avec des prix à $200, c'est vraiment un prix intéressant. Ouais, j'ai vu hier soir un article sur CNET là, qui disait que les autres des fois ils défont les produits là, puis ils regardent chacune des pièces, là, puis les coûts des pièces, puis ils disent l'appareil est vendu à perte, selon eux là. Donc c'est un peu spécial. Qu'est-ce que Google gagne à vendre un iPad, parce que Google, un appareil à perte. C'est contrairement par exemple à Amazon, on sait qu'ils vendent leur Fire à perte, mais ils refont de l'argent après ça parce que t'es en lien directement avec leur magasin. Eux autres s'en foutent, c'est des loss leaders dans le sens où eux autres c'est ce qui est une valeur incroyable pour eux, c'est toute l'information qu'ils récoltent sur toi. Là, ils vont t'en récolter encore plus. Fait que là, plus que t'as d'appareils Google ou pour eux autres, c'est des statistiques sur toi. Donc, à quelque part, ils ont calculé que si t'achetais ça valait probablement comme 50 ou $100. Donc, pour eux autres, c'est comme si tu le payes 200, mais j'imagine. Tu vas payer en données sur toi-même l'équivalent de $100 ou $200. Puis on va voir si Apple vont venir avec un 7 pouces, mais on sait que Microsoft, vous autres, vont rester avec des modèles Surface à 10 pouces. Ouais, pour revenir à ton annonce de Windows 8, Microsoft a aussi annoncé la liste des SKU là, pour Windows Server 2012. Ouais. Puis à mon grand regret, je pense qu'il y aura plus de nouvelles versions de Windows Home Server. Non, c'est fini ça. Moi, je l'utilise. Moi, j'adore ce logiciel-là. Écoute, c'est génial pour la maison. Le produit la version 2011 va être encore disponible un bout de temps. C'est intéressant, ça. C'est un produit où Microsoft avait fait quelque chose de super. Tu sais, dans le marché, c'était un bon produit. Ils ont jamais été capables de le commercialiser pour faire de l'argent avec. Mais non. Puis c'est un exemple où tu dis coudonc, vous dormiez ça. En fait, encore c'est un exemple où peut-être qu'il aurait dû avoir leur propre hardware encore une fois pour. Ça aurait peut-être aidé. Parce que, écoute, c'est vraiment génial. Ça s'insère tout seul, puis ça gère les backups de tout. Mais ça veut aussi dire que le marché, les techies, eux autres, t'es prêts à avoir un home server, mais peut-être pas les mononcles, les matantes, les grands-mamans, grands-papas, un home server, c'est peut-être pas pour eux non plus. Une tablette. C'est probablement plus adapté à la réalité. Fait que ça, c'est à mon grand regret. Mais bon, regarde, ça va marcher pendant je sais pas combien d'années, cette affaire-là. Ben écoute, je pense que ça fait le tour des actualités ou as-tu autre chose? Non.
Non, hein? Non. Écoute, c'est le mois de juillet, c'est assez Ouais. tranquille. À août s'en vient, donc le prochain puis à août, c'est un automne intéressante. Un automne. Un automne intéressant. Ben, nouvelle version de Visual Studio, nouvelle version de l'OS client, l'OS serveur, des tablettes. Ça va être assez intéressant, oui, merci. Ben, c'est plaisant, on vit dans un temps intéressant. Hop, Eric! Oui, je viens de penser à quelque chose que j'ai vu dernièrement. C'est vrai que j'avais pas pensé à ça avant, mais il y a, je sais pas si vous êtes au courant qu'il existe un micro-framework.net. Hein? Ouais. Ouais. Il y a une chose intéressante pour ceux qui sont un petit peu gadgeteux, qui aiment ça, les gadgets. Si vous allez sur Internet, je mettrai le lien, mais ça s'appelle Gadgeteer. C'est une espèce de add-in à Visual Studio que vous pouvez installer. Et puis, il y a une compagnie qui s'appelle GHI qui vend des composantes électroniques vraiment pas chères, genre 2-3 piastres pour un bouton de lumière ou des choses comme ça. Et puis, avec un petit microprocesseur sur lequel on peut downloader un bout de logiciel en micro-framework pour faire bouger des patentes, des lumières, des switches. Moi, j'ai acheté à mon garçon parce qu'il s'intéressait beaucoup au Lego Mindstorm. Puis il s'intéressait un petit peu à la programmation aussi, il y a 11 ans. Puis là, il voulait voir qu'est-ce que son père faisait, donc il voulait s'essayer là-dessus. Puis on a commencé à regarder un petit peu ça ensemble. Puis bon, j'ai acheté une espèce de petit kit robot qui vient avec ça. C'est un kit où il y a des capteurs de luminosité. En fait, le petit robot, on peut le programmer pour qu'il suive une ligne noire sur un plancher blanc, par exemple. Okay. Puis c'est vraiment là, des bases de programmation avec... mais tu contrôles du hardware, donc tu contrôles des moteurs, tu contrôles des capteurs de lumière, des capteurs tactiles, des choses comme ça. Donc, puis l'interface Gadgeteer est quand même bien faite parce que toutes les composantes qui sont identifiées Gadgeteer viennent avec leur si tu veux, leur toolbox. Donc, quand on les installe dans Visual Studio, on peut draguer directement la composante. Donc, à l'écran, on a visuellement une photo du mainboard avec les connecteurs. Puis quand tu relis tes choses, tu mets un bouton, ben tu relis un fil entre le bouton puis visuellement un départ. Puis ça, en fait, ce que ça fait en arrière, ça génère du code. C'est une espèce de comment on appelle ça, dont un générateur de code. Ben c'est un générateur de langage en fait. C'est comme des langages, en langage propriétaire à ça, ce qui fait que lui, ça génère des instances. Donc, le fait de draguer un mainboard, ça crée une classe new mainboard, puis là, on drague un bouton, puis ça génère du langage derrière, ça génère des classes, ça génère des instances. Comme le bon vieux Windows Form. Comme le bon vieux Windows Form, mais là, c'est très, très visuel. Donc, pour, mettons, peut-être même pour les enfants qui veulent apprendre la programmation. Moi, je me rappelle, quand j'étais petit, j'ai appris avec Logo, où on faisait bouger une tortue à l'écran. Mais là, c'est juste la tortue est physique. Elle là, est à terre, puis elle roule, puis elle fonce dans les murs, là. Donc, c'est intéressant. Donc, comme plateforme. On va mettre le lien. Ouais, il y a Gadgeteer. C'est un add-in avec Visual Studio. Ça s'installe aussi directement avec un Visual Studio Express. Okay. Et puis, il y a plusieurs. Il y a GHI comme compagnie qui fait des composantes pour ça. Puis, il y en a une autre aussi, je me rappelle plus. Mais sur le site de Gadgeteer, il parle de ça. Il y a beaucoup d'engouement là-dessus. Il y a moyen de faire des petits jeux électroniques, des choses comme ça, avec des écrans tactiles et des choses. C'est en plein ça. Ben écoute, on va souhaiter bonne programmation à nos auditeurs et on vous revoit début août. Au revoir. À la prochaine. Visual Studio Talk Show.